Bienvenue sur Public Sénat, on refait la séance, évidemment, un hommage pour commencer cette séance, c'est un hommage qui a été rendu en début des questions d'actualité au gouvernement, un hommage qui a été annoncé et rendu par le président du Sénat. On regarde et on écoute tout cela. Pour ce moment, je vous propose d'observer un temps de recommémorement en hommage à toutes les victimes, à leurs familles, et avec une pensée particulière pour nos compatriotes et leurs familles, et tous nos vœux pour les blessés qui aujourd'hui luttent pour la vie. Je vous remercie. Voilà pour cet hommage très solennel ici dans l'hémicycle au Sénat avant les questions d'actualité pour débattre de thèmes d'actualité liés évidemment aux élections départementales aussi, mais aussi on va poser également des questions sur cette actualité en Tunisie. Je vous présente nos deux invités. Éric Doligé, bonjour. Bonjour. Sénateur UMP, spécialiste de la carte électorale et vous êtes en charge de ces élections départementales pour votre parti. En face de vous, David Assouline. Bonjour, sénateur du Parti socialiste à Paris. David Assouline, on a vu cet hommage, vous étiez également tous les deux présents dans l'hémicycle. La Tunisie frappée au cœur, la France, Copenhague, il y a 2 mois, et maintenant la Tunisie. Toutes les démocraties aujourd'hui sont la cible des terroristes. Oui, et on voit que c'est à chaque fois très réfléchi politiquement. La France, le symbole qu'elle est pour le monde, pour la liberté d'expression, pour les droits de l'homme. Le Danemark, sa tolérance. La Tunisie, un des pays arabes qui a, ces derniers temps, réussi une transition démocratique et qui est attaché à l'égalité homme-femme, à la laïcité, dans le monde arabe, dans le monde musulman. Et donc, c'est tout cela qu'ils veulent déstabiliser. C'est sauvage, il y a des morts, ce sont souvent des massacres. Là, c'est un massacre. C'est horrible et en même temps, il y a à chaque fois un message politique pour que les populations s'affrontent, pour que le chaos surgisse de ce qu'ils souhaitent. Et il faut faire front. Et comme on a eu une grande solidarité au moment des attentats à Paris, il faut qu'on exprime par tous les moyens possibles cette solidarité avec le peuple tunisien. Exactement, c'est la question que j'allais poser à Éric Doligé, solidarité à tous les niveaux, de tous les partis. Bon, c'est évident, hein, tous les partis se sont exprimés cet après-midi sur le sujet et de la même voix. Nous devons tous être solidaires dans ces périodes difficiles, solidaires pour l'instant présent, parce qu'il faut penser aux familles qui sont en deuil, aux personnes qui souffrent, et puis également solidaires pour l'avenir, puisque nous savons bien que nous ne sommes peut-être qu'à un début d'un processus inquiétant. Voilà pour ce témoignage, ce témoignage de solidarité aussi de la part de notre antenne pour évidemment les familles des victimes. Je voudrais qu'on ouvre ce débat maintenant sur les élections départementales. C'est dans à peu près moins de 3 jours à présent maintenant. Éric Doligé, je le disais, vous êtes le spécialiste de cette carte pour l'UMP. Vous imaginez, on peut chiffrer, allez, dimanche on va dire quoi? Victoire de l'UMP, victoire de l'abstention. Et à combien cette victoire de l'UMP l'estimez-vous aujourd'hui? La victoire, ce sera surtout au deuxième tour, hein, parce que c'est difficile d'avoir un résultat définitif au premier tour. On aura une orientation forte. Bien entendu, mais c'est une orientation, évidemment. Mais il est bien évident qu'au premier tour, on verra que le deuxième tour ne se fera qu'au travers de duels, qu'il n'y aura probablement pas d'autres modes de fonctionnement au deuxième tour, il n'y aura pas de triangulaire, et qu'il y aura des duels qui seront majoritaires probablement entre la droite et le FN. Des duels bien sûr droite-gauche et des duels FN-gauche. Ça sera ce que nous aurons devant nous avec un potentiel pour la droite qui sera probablement très important à l'issue du deuxième tour. David Assouline, au soir du premier tour, on débattra de la victoire de l'UMP, de la présence très forte du Front National ou de l'absence probable aussi au premier tour d'une grande partie de la gauche. Écoutez, là il y a encore une campagne électorale qui se poursuit. On connaît les dangers. Le danger principal, même si certains veulent l'occulter, ou quand on en parle, nous accuser en en parlant de le promouvoir, c'est effectivement une possibilité hors du commun pour le Front National d'être présent dans beaucoup de départements au deuxième tour, voire de gagner. Et ça, c'est un danger pour la République.
Je pense que les élections départementales, c'est un ancrage local profond, mais c'est aussi la République dans les territoires. Et un parti anti-républicain, à ce niveau représenté possiblement, c'est un danger et il faudrait qu'ensemble... Le FN anti-républicain, vous dites? Mais bien entendu, ce D'accord. n'est pas un parti républicain, il est même anti-républicain. Et cela, Je poserai la question à Éric Deligé. c'est sa tradition, c'est sa matrice, il n'a pas voulu même changer son nom. Mais derrière, par ailleurs, le président d'honneur est toujours Jean-Marie Le Pen. Mais derrière, on a vu que quand ils doivent recruter des candidats un peu à l'emporte-pièce et tout azimut, on voit que leurs candidats locaux, très souvent, font preuve de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, et j'en passe, et de violence dans le discours politique qui n'a pas sa tradition dans la démocratie française. Donc voilà, je le dis parce que on peut après dire oui, mais vous en parlez parce que vous avez intérêt à faire peur et tout, c'est ridicule. Est-ce que c'est un danger ou pas? Est-ce qu'on dit les choses après on se réveille et on nous dira mais ce danger-là, vous n'en avez pas parlé, vous ne le combattez pas, vous les banalisez. C'est pour cela que Manuel Valls monte au créneau tous les jours. Mais c'est l'intérêt général. Moi, je suis content qu'il le fasse, mais vraiment, pour justement que ce ne soit pas un débat politicien, ni qu'il y ait des interprétations possibles, j'aimerais, moi, je vous le dis, moi, j'aimerais que l'UMP fasse la même chose et qu'on soit ensemble les partis républicains. Et se posera... Malheureusement, le soir du premier tour, personne ne pourra esquiver la question. Quand on est face à un candidat du Front National au deuxième tour, est-ce qu'on appelle à voter pour le Parti républicain en face? Nous, on le fera partout. On votera UMP partout contre le Front National. Eux renvoient dos à dos et dans cette situation, c'est irresponsable. Éric Deligé, votre réponse sur les nombreuses questions que se pose David Assouline. Oui, je comprends qu'il se pose des questions compte tenu de la situation. Personnellement, je pense que le Front National, comme les autres partis, sont dans la République et qu'à partir du moment où on est dans la République, c'est difficile de dire que vous n'êtes pas républicain et que vous êtes exclu. Parce que s'il y a 20% de Français ou 25% de Français qui votent Front National, est-ce que ce sont des anti-républicains? Est-ce que les Français et les électeurs qui ont choisi cette voie qui n'est pas la bonne voie, bien évidemment que ce n'est pas celle que je défends, mais je ne peux pas les traiter d'anti-républicains. Donc ils ont fait un choix parce qu'ils sont déçus de la situation actuelle, ils sont déçus de voir en quel état est la France actuellement. Donc vous avez des responsabilités, nous avons des responsabilités, probablement partagées, mais vous plus parce que vous êtes au pouvoir. Et c'est à nous de rassembler ces électeurs vers nos partis, en tout cas vers le parti que représente la droite et que représente l'UMP. Moi, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. Ce qu'il faut, c'est faire comprendre aux électeurs que ce sont des élections départementales, ce sont des élections locales et qu'on ne doit pas être dans un débat national. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que le débat national, Nicolas Sarkozy en fait, Manuel Valls en fait, et tout le monde en fait. Nous, je peux vous dire que répondra après. Non, mais venez visiter sur le terrain tous les déplacements de nos candidats qui font toutes les communes, une par une, sur le terrain. Ils parlent des problématiques locales et ils ne sont pas interrogés sur les problématiques nationales et sur les problématiques du Front National. Donc je regrette que l'on concentre cette campagne sur ce parti alors que ça n'est pas le problème. Alors très franchement, bien entendu, ce sont des élections locales, départementales et nous avons suffisamment de conseillers généraux, de présidents de département qui ont généralement bien fait leur travail. Comme au municipal d'ailleurs, beaucoup de maires l'avaient fait, étaient même reconnus pour leur travail local et on sait que dans les élections intermédiaires, il y a un message national qui est lancé. D'ailleurs, l'UMP, à travers même les questions tout à l'heure, la démagogie des questions était en campagne électorale et ça n'avait pas grand-chose à voir avec les politiques locales. Donc, qu'on pose un problème national qui se posera concrètement localement. Parce que quand il y aura peut-être des minorités de blocage ou de chantage du Front National dans les conseils départementaux, vous devrez répondre. Ça sera local, mais on sait très bien que leur message, il est uniforme sur tout le pays quand il s'agira d'aide sociale, etc. Et donc ces questions, on doit les traiter en amont. Peut-être que vous faites semblant de croire que moi, en disant anti-républicain, je parle des électeurs. Non, les électeurs, ce sont des citoyens. Les partis ont des programmes, ont des traditions, ont des lignées. Le parti est anti-républicain. Nous sommes dans une démocratie, il respecte les règles de la démocratie. Mais
sa nature politique est anti-républicaine, sa tradition est là-dedans. Et si on continue à faire comme vous, à faire de la confusion, à dire mélangez pas les électeurs, je ne les mélange pas. Il faut les regagner, ces électeurs. Mais certainement pas en faisant semblant que ce parti est comme les autres. Voilà, c'est tout. J'ai jamais dit que... Enfin bon, bref. Je voudrais qu'on avance un petit peu. Oui. Il y a deux questions très importantes. Au soir de dimanche soir, au soir du premier tour, l'abstention, la grande gagnante? Bien sûr, l'abstention sera très présente, c'est évident, tout le monde le sait. Deuxième question, David Assouline. C'est le principal problème d'ailleurs pour la gauche, il faut mobiliser les électeurs. C'est ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis. Les électeurs de droite déçus de l'UMP votent Front National. Les électeurs de gauche surtout s'abstiennent. Et tous les analystes montrent que c'est un transfert Front National-UMP qui s'opère, d'autant que l'UMP banalise les idées du Front National. Quand Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, dit la gauche parle de suicide de la gauche en direct, c'est-à-dire c'est une explosion de la gauche aujourd'hui qui n'arrive pas à s'unir. Il y a une grande irresponsabilité des partis de gauche qui ne sont pas d'accord avec le Parti socialiste surtout, mais qui ont participé aux exécutifs locaux partout avec nous. Je parle du Parti communiste dans certains cas, de Jean-Luc Mélenchon, parfois des Verts. C'est irresponsable que quand on sait pertinemment que 3 candidatures au premier tour produira automatiquement l'élimination dès le premier tour de tous les candidats de gauche, de continuer à faire semblant, parce que ce sont dans des centaines de cas des bulletins de vote de gauche qui ne seront pas présents aux urnes dans des duels Front National-UMP directement à cause de cette politique, à cause de cette division. Donc on peut, oui, dire que c'est assez suicidaire. Il nous reste quelques secondes. Votre pronostic, vous le spécialiste de cette carte pour les élections départementales, au soir, dimanche soir, premier tour, combien vous imaginez de mon pronostic, de départements est moins optimiste pour nous que ne l'est le Parti socialiste pour nous, puisque nous disons si nous atteignons 60 départements, c'est-à-dire 20 de plus, ça sera une bonne chose. Le Parti socialiste dit si on obtient 20 départements, ça sera une bonne chose. Donc pour nous, ça peut être entre 20 et 30 sans trop de difficultés. Merci beaucoup en tout cas pour cette analyse, cette fourchette. Merci beaucoup David Assouline d'avoir participé à ce débat. Il faut voter, il faut surtout dire c'est un devoir civique. C'est un appel au vote. Ce qui se passe dans le monde, la démocratie menacée. Moi, je serais pour, mais dans des conditions qu'il faudra discuter. Mais en tous les cas, avant d'être obligatoire, nous remplir notre rôle, leur dire de venir voter. C'est la démocratie qu'il faut défendre. Voilà pour l'appel lancé par David Assouline. Merci beaucoup. Merci. On va ouvrir un autre débat. C'est un débat sur la loi dite loi Macron. On a interrogé le ministre Emmanuel Macron qui était de visite cette semaine au Sénat. Je vous laisse l'écouter et on ouvre le débat juste après. Je ne crois pas qu'il y ait de volonté de réécrire, enfin je l'espère en tout cas parce qu'on a passé beaucoup d'heures à débattre. Il y a toujours des précisions qu'on peut apporter, des améliorations. Le gouvernement est prêt à avancer sur certaines améliorations du texte, le Premier ministre a eu l'occasion de le dire. Il ne s'agit pas de transformer cette loi ou de faire la loi d'une majorité qui n'est pas la majorité gouvernementale. Voilà, vous avez entendu le ministre Emmanuel Macron qui s'exprimait au micro de Jérôme Rabier. Il était en visite cette semaine, notamment auprès du groupe Parti Socialiste au Sénat. Vous l'avez certainement vu, Nicole Bricq, bonjour. Bonjour. Vous avez le micro juste à vos côtés, sénatrice socialiste, ancienne ministre du Commerce extérieur. Vous allez nous dire ce que vous avez pensé de l'audition d'Emmanuel Macron devant le groupe socialiste. Et puis face à vous, Vincent Capo-Canella, sénateur centriste. Bonjour. De Seine-Saint-Denis, vous êtes le président de cette commission spéciale en charge de la lecture de cette loi Macron, de cet exercice. On va appeler la loi Macron, on va l'appeler comme ça. Tout à fait, c'est la loi pour la croissance et pour l'activité. Et il faut qu'il y ait véritablement des éléments pour la croissance et pour l'activité. C'est ce que le Sénat va essayer de faire. Alors avant de vous interroger, Nicole Bricq, je voudrais savoir pourquoi, alors que Emmanuel Macron a pu être auditionné tout au long de cette commission à l'Assemblée nationale, il ne l'est pas au Sénat. Il y a une tradition sénatoriale qui est que les sénateurs, lorsqu'ils examinent le texte de la loi, lorsqu'ils font la proposition qui viendra en séance, les sénateurs l'examinent entre guillemets entre eux. Le ministre a été très longuement auditionné pendant 3 heures. J'ai indiqué au ministre que nous le recevrions volontiers à nouveau s'il avait des amendements substantiels et qu'à ce moment-là, la commission prendrait le temps d'écouter le gouvernement et de l'entendre. Mais je crois que sur tous les bancs, la demande unanime était le Sénat fait la loi et il l'a fait. Entre sénateurs d'abord, après vient le temps de la séance publique, et là nous aurons la confrontation. Vous avez une crainte, nous avons des échanges. Que le gouvernement mette un peu son nous avons des échanges. J'ai encore vu pendant plus de 2 heures Emmanuel Macron avec les rapporteurs lundi soir. Il y a un échange au sein de la commission. Les groupes sont divers, mais la tradition du Sénat c'est celle-ci. Je pense qu'il faut savoir la respecter. Et nous avons travaillé dans d'excellentes conditions. Et je remercie chacun des groupes. Mardi et mercredi, nous reprenons la semaine prochaine. C'est le travail normal législatif. Je ne pense pas que le gouvernement en commission ait
vraiment toute sa place. Ça n'est pas l'habitude ici, on a respecté cette habitude. Nicole Bricq, comment vous avez trouvé le ministre? Qu'est-ce qu'il est venu vous dire devant le groupe Il est socialiste? toujours très bon. Moi, je suis une fan. Comme ça c'est Je dit, c'est suis clair. une femme d'Emmanuel Macron parce que c'est la jeunesse, c'est l'enthousiasme et en même temps, il a du sens politique. Donc, il est venu au groupe, comme toujours, il a répondu directement à toutes les questions. Il s'est attardé sur un sujet important pour les socialistes, notamment les sessions de participation publique. Et puis des sujets plus compliqués, notamment comment alimenter la loi de programmation militaire, qui sont des sujets de fond. Ce sont des ouvertures par rapport au débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. C'est des choses qui sont passées peut-être un peu inaperçues. On a beaucoup parlé du travail du dimanche. Absolument. Ça a mangé tout le texte, alors qu'il y a plein de pépites dans ce texte. Moi, j'ai reçu notamment des chefs d'entreprise dans les secteurs les plus innovants. Ils sont extrêmement contents des mesures qui ont été prises, qui ne sont pas que techniques, mais qui permettent de répondre notamment aux fameux pigeons qui se sont envolés. J'ai même vu des fédérations professionnelles qui disaient qu'ils étaient contents. Évidemment, ça ne va jamais assez loin, mais ça libère pas mal d'énergie. J'ai encore une petite question à Nicole Bricq et je reviens vers vous. Ce fameux travail du dimanche, c'était dans votre camp ou n'étaient pas contents aussi, les socialistes? C'est un sujet vous vous rappelez de Martine Aubry, elle n'était pas vraiment contente de son travail du dimanche. Je ne sais pas si elle est rassurée aujourd'hui. Je sais qu'ici, on en a parlé hier en commission, le climat est bon, ça se passe toujours bien. On a quand même été étonnés d'un amendement de Madame la rapporteure de UMP et de Madame de Roche qui supprime la compensation salariale des 30%. Bon, vous connaissez notre principe, nous on s'en tient à ça, un accord de branche, d'entreprise ou territoriale, pas d'accord, pas d'ouverture. C'est une ligne simple que les socialistes tiennent et bien sûr compensation salariale chaque fois qu'il en ait besoin. Alors Vincent Capo-Canellas, quelle va être un petit peu la teneur de ce que la droite, le centre que vous incarnez, vont vouloir mettre dans cette loi Macron? D'abord, nous voulons en faire une vraie loi pour la croissance et pour l'activité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a diverses dispositions. Ce n'est pas une fausse loi. Il y a diverses dispositions d'ordre économique, mais il n'y a pas de véritable moteur pour la croissance. Et en fait, ce qui est dans le flacon ne correspond pas à l'étiquette. Et l'étiquette croissance et activité est un petit peu usurpée aujourd'hui. Donc le pays vit des heures difficiles, la situation de l'emploi, la situation du chômage est particulièrement dramatique. Et on voit bien que les entreprises rencontrent de vraies difficultés. Il faut redonner du souffle et des possibilités aux entreprises de vraiment pouvoir regagner des parts de marché. Et la France a des réformes à mener. On parle toujours des réformes, on parle du marché du travail, on parle de libérer l'activité, on remet tout cela à plus tard. Le dialogue social, ça prend du temps, nous le savons tous, mais le Sénat va montrer la voie, et le Sénat va montrer qu'il y a un certain nombre de sujets qui concernent notamment la négociation sociale dans l'entreprise, qui peuvent permettre un certain nombre de choses. Par exemple. Je reviens sur le travail du dimanche qu'évoquait à l'instant Madame Bricq. Par exemple, il y avait un paradoxe. Le gouvernement nous dit, on va ouvrir le travail du dimanche, mais finalement, les entreprises qui ouvrent ici à moins de 11 salariés aujourd'hui qui ouvrent le dimanche, on va les pénaliser et elles devront passer des accords compliqués. Ce qui marche, il ne faut pas l'arrêter. C'était le sens du travail qu'a fait la rapporteure, ma collègue Catherine Deroche en commission, c'est-à-dire faisons de vrais choix. Et évitons les mesures habituelles que nous propose souvent le gouvernement, une mesure positive, 2 mesures d'atténuation, ça n'est pas lisible, ça ne marche pas, on va redonner du sens et en fait proposer des choix efficaces. Redonner du sens. Mais si on prend des exemples peut-être un petit peu plus concrets pour ceux qui nous regardent. Je prends l'exemple des 35 heures. Jusqu'où vous voulez aller dans cette loi? Est-ce que vous voulez essayer d'instiller quelques petits éléments? Non, nous allons proposer une mesure efficace. Ne sera pas question. Nous pourrions décider Si, ils ont fait un amendement qu'ils ont fait passer, bien sûr. Nous pourrions décider d'abroger comme ça les 35 heures. Et Nicole Bricq vous surveille. Ça n'aurait aucune chance de rester dans la loi. Ils ont fait ce que nous allons faire, c'est proposer que les accords de maintien de l'emploi dans l'entreprise puissent être passés non seulement quand l'entreprise a des difficultés, comme c'est le cas aujourd'hui, seulement 6 accords comme ça ont été passés, mais que les accords puissent être passés avant que l'entreprise ne connaisse des difficultés et qu'il y ait une négociation sociale qui va permettre de moduler le travail dans l'entreprise. Et donc nous faisons confiance au dialogue social, mais nous souhaitons des mesures efficaces. La question n'est pas d'être pour ou contre les 35 heures, c'est de permettre aux entreprises, avec les salariés, de s'adapter aux difficultés comme aux périodes positives pour l'entreprise et pour l'emploi. Nicole Bricq, sur ce point, par exemple. Ils nous ont fait quelques coups. On passe d'une conception défensive
d'accord sur le temps de travail à une conception offensive. Donc c'est encore une fois une atteinte larvée aux 35 heures. Bon, et puis là, vous avez aussi ébréché le compte pénibilité. Vous ne l'acceptez pas. Ce sont des propositions sur réalistes. le fond. Ce que je veux dire, moi, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que au moment où les indicateurs macroéconomiques pour des circonstances exogènes, la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, mais aussi l'action du gouvernement. Moi, je fais partie de la délégation entreprise du Sénat. On est allé sur le terrain et on a bien vu qu'on nous disait à chaque fois le CICE, c'est une bonne chose, ça a été lent à démarrer, mais on l'a pris et on va s'en servir pour investir ou pour créer des emplois. Il y a des mesures concrètes qui maintenant arrivent. Et vous le sentez sur le terrain quand François Hollande dit ça va mieux? Vous dites la même chose? Moi, ce que je dis, c'est qu'on était au rouge, 3 années croissance zéro, c'est particulièrement dur. Là, on sent que les clignotants passent, vous savez, comme quand on va passer à l'orange pour être au vert. Donc c'est le moment ou jamais de voter ce texte, en l'améliorant si possible, bien sûr, au Sénat, dans le sens de la croissance de l'emploi. C'est le moment où il faut qu'on soit au rendez-vous. Donc on ne peut pas se permettre, ici, dans cette Chambre, de dire on ne veut pas être au rendez-vous de la reprise économique. La France est à la traîne par rapport à d'autres pays européens. Il faut qu'elle soit armée dans cette compétition. Vincent Capo-Canellas, vous répondez. Nous sommes d'accord là-dessus. Les propositions qui ont été faites sont concrètes. Par exemple, le compte pénibilité, nous ne choisissons pas de le remettre en cause. Nous voulons le rendre efficace et faire qu'il puisse s'appliquer pour le salarié comme pour l'entreprise, par exemple. Et nous sommes d'accord avec Mme Bricq pour dire qu'il faut être au rendez-vous de la croissance. La France a des lourdeurs. Il faut se dépêcher. Elle est toujours en deçà. Lorsqu'il y a de la croissance, on fait toujours moins de croissance que les autres. Et donc notre problème, c'est de prendre vraiment le bon wagon de la croissance. Et ça veut dire qu'il faut aussi accepter des réformes sur le marché du travail et pour la compétitivité des entreprises. C'est ce qui manque un peu dans ce texte-là. Et nous ne sommes pas en train de faire le programme de 2017. Nous proposons des réformes qui peuvent s'appliquer maintenant, qui sont des réformes réalistes. Et nous ne sommes pas dans l'excès ni dans l'utopie. Nous avons fait des propositions techniques qui peuvent être mises en place maintenant et qui marchent pour l'entreprise et pour l'emploi. Sur la pénibilité, sur l'accord de maintien de l'emploi, avec la possibilité là-dedans de moduler au plus près du terrain le temps de travail. Ce sont des choses, par exemple, qui vont être utiles pour chacun. Question, chacun, il nous reste 1 minute. François Hollande avait dit que ce n'est pas la loi du siècle. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicole Bricq? C'est une loi nécessaire et elle est utile pour l'économie française. Il faut la voter, mais ne pas la dénaturer. Et je pense que la responsabilité de l'équipe nouvelle qui tient maintenant la majorité au Sénat est de ne pas la caricaturer pour permettre d'avoir un accord, d'obtenir un accord avec les députés. Moi, je pense que c'est possible, ça dépend de vous. C'est vous qui êtes aux responsabilités au Sénat. Donc, ne caricaturez pas ce que n'est pas le Sénat. Allez, 20 secondes pour répondre à Nicole Bricq. On passe à notre thème de débat. En commission ensemble, et vous avez bien vu que nos propositions mais en commission, ça se passe toujours bien. Et que nous tendons la main dans une ambiance de travail. Dans l'hémicycle, il y a de l'enflammement oratoire. À l'Assemblée fasse un pas vers la réalité de l'emploi et la réalité de l'économie. C'est ce que va être notre fil rouge, améliorer ce texte et permettre que le Sénat apporte véritablement une plus-value. C'est nécessaire. L'ambition de M. Macron, elle doit trouver une réalité. Ça n'est pas encore le cas. Et le travail que nous faisons en commission va aller dans ce sens-là, rendre la loi applicable et utile pour les Français. Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous le 7 avril dans l'hémicycle. C'est le début de l'examen du texte Macron ici au Sénat. Merci Vincent Capo-Canellas. Merci beaucoup Nicole Bricq d'avoir répondu à nos questions. On va passer à un autre thème. À présent, on va regarder le ciel, tout simplement. Il y a un ciel bas et lourd et gris. Et demain, il y a une éclipse, nous dit Nicole Bricq, bas et lourd à Paris, évidemment, parce qu'on va parler pollution, environnement. Et je vais accueillir sur ce plateau la sénatrice écologiste Leïla Aïchi, qui est la rapporteuse de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution. Si vous voulez bien venir jusqu'à nous sur notre plateau. Voilà, on va l'accueillir à présent. Alors, vous voyez, je parlais du ciel, Leïla Aïchi, merci de répondre à nos questions. Vous avez le micro juste à vos côtés. Je parlais du ciel parce que depuis hier, on a battu un record. Paris, ville la plus polluée au monde. C'était un record très triste. Exact, c'est sûr que c'est un record très triste. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai voulu porter avec mon groupe une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air.
en France, particulièrement. Alors évidemment, la motivation première est évidemment éminemment sanitaire, puisque comme vous le savez, nous avons à peu près entre 42 000 et 50 000 morts par an prématurées du fait de la pollution de l'air, qu'elle a des implications et des conséquences sur la santé avérées qui ne font l'objet d'aucune discussion d'ailleurs aujourd'hui. On sait qu'il y a des conséquences sur les maladies cardiovasculaires, qu'il y a également des conséquences sur les maladies d'asthme, entre autres, des problèmes respiratoires, qu'il y a également à court terme, par exemple, on peut totalement observer dès lors qu'il y a des pics de pollution, nous avons les services hospitaliers qui sont débordés par les demandes. Et tout ça a un coût au final, évidemment. Parce que vous êtes responsable de cette commission d'enquête sur, je répète, sur le coût économique et financier de la pollution. Alors exactement, je suis donc rapporteur de la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Et combien vous estimez le coût, par exemple, d'une journée, 48 heures de pollution? Justement, c'est l'objet de cette commission. Et il ne m'appartient pas à moi de conclure et d'anticiper sur les résultats de cette commission. Nous allons examiner l'ensemble des faits qui augmentent ce coût de pollution. Donc nous avons déjà le coût sanitaire. L'aspect sanitaire a nécessairement un coût économique, puisque comme vous le savez... On peut l'estimer déjà ou pas encore? Là, déjà, par exemple, ce matin, on avait auditionné l'ANSES. Ils évaluent le coût sanitaire simplement de la pollution intérieure à 19 milliards d'euros. Simplement la pollution intérieure. Et simplement, 19 milliards. Oui, simplement. Et sur l'aspect sanitaire, dans le cadre de notre commission d'enquête, ce que nous allons évidemment examiner, c'est non seulement cet aspect économique de l'aspect sanitaire qui a un coût. Si je prends aussi l'exemple dans l'aspect sanitaire des 650 000 arrêts d'emploi, d'arrêt maladie, qui font qu'effectivement les entreprises ont un manque à gagner évident, mais pas seulement. Il y a aussi également le coût, par exemple, de la pollution et de la dépollution de l'eau. Le coût de la dépollution des terres agricoles, puisqu'on sait que l'air est aussi un vecteur qui transporte des polluants sur d'autres éléments tels que l'eau et la terre. Et donc ça a un coût aussi que nous examinerons à la fin de cette commission, dont nous finissons normalement les auditions fin juin et nous rendrons le rapport au mois de mi-juillet. D'accord, ça c'est assez clair. Je vais prendre un exemple. La mairie de Paris demande la circulation alternée pour ce vendredi à Paris. Là aussi, j'imagine que vous allez estimer, calculer le coût que ça peut représenter. On le fera, évidemment. Maintenant, Mais c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, la question, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on doit nécessairement répondre à des urgences. Le pic de pollution est une urgence à laquelle on doit répondre. En tout cas, c'est assez symptomatique globalement d'un État qui n'a pas anticipé sur la pollution de l'air. Et en tout cas, c'est un sujet qui mérite qu'on analyse au fond, d'où cette commission d'enquête, et plus justement pour avoir une vision plus large et plus lointaine. On n'est aujourd'hui que simplement sur le court-termiste. Et la réponse nécessaire à la pollution de l'air, c'est justement d'avoir un constat objectif. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je pensais qu'il était important que nous ayons cette commission d'enquête pour que nous puissions avoir un constat objectif sur son coût, qui normalement ne devrait pas poser de difficultés, puisqu'on va auditionner des associations, des ONG, des administrations, des pollueurs évidemment. Et vous allez demander à la population aussi de participer. Et ça, c'est une nouveauté. Alors exactement. Alors quant à la manière de le faire, puisque l'idée aussi c'est exactement de faire de la pédagogie et que l'ensemble de nos concitoyens s'emparent du sujet. Donc nous allons proposer, c'est déjà normalement mis en place, une plateforme dans laquelle nos concitoyens pourront déposer des questions, soit en amont, puisque les personnes auditionnées seront déjà, les listes seront déjà publiées sur le Sénat, soit de manière en live, si je puis dire, et nous relayerons les questions. Voilà, sur les réseaux sociaux, nous relayerons les questions pertinentes auprès des personnes auditionnées. C'est vraiment une question de santé publique, et ça également, au-delà de l'aberration sanitaire, c'est aussi une aberration économique, et certainement, si je finirai là-dessus, peut-être certainement une opportunité économique pour notre pays. Merci en tout cas d'avoir témoigné, et puis évidemment, si vous avez envie, sur Facebook, sur Twitter, je crois sur tous les réseaux sociaux, on peut témoigner sur ce que vous avez envie de poser comme question à Leïla Haichi, qui, j'imagine, vous allez avoir beaucoup de messages. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.